va prendre un deuxième exemple qui est l'exemple du raisin et de sa transformation en vin. Avec Nathalie Aulas, pareil, 20 minutes top chrono. Bonjour à tous. Moi, je vais évoquer le volet bien-être de la sécurité alimentaire, en vous parlant du vin et des impacts principalement sur la composition du raisin et le volet adaptation œnologique. Bien sûr, il y a d'autres aspects qu'on pourrait évoquer en termes d'adaptation, mais je me limiterai au volet œnologique. Et ce sont des informations et des résultats que nous avons rassemblés dans le cadre d'un projet qui s'appelait La Cave, qui avait été conduit également dans le cadre du métaprogramme ACAF. Voilà. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comment le fonctionnement de la vigne va être affecté par le changement climatique et quels vont en être les impacts sur la composition du raisin. Donc d'abord, la première des choses, la plus importante, c'est que tous les stades phénologiques, donc les stades de développement de la plante, vont être avancés. Et dans le cadre des scénarios les plus pessimistes, on va dire, on pourrait penser à une avancée de 30 à 40 jours pour la maturité du raisin à la fin du XXIe siècle. Donc ce qui est assez important. Il y aura des modifications de l'accumulation et de l'allocation de la biomasse, donc des effets sur le rendement, qui seront positifs ou négatifs, et seront négatifs surtout en situation de contrainte hydrique. Donc là, on l'a vu dans les précédents exposés, tout l'aspect prévision en termes de régime hydrique est très peu fiable, et en fonction des régions françaises, il y aura des impacts plutôt positifs ou plutôt négatifs. Il y aura le volet également nutrition minérale qui sera affecté, et là, c'est également très difficile d'avoir des certitudes parce que vont venir interagir l'aspect carbone, bien sûr, l'aspect eau dans le sol et également l'aspect température du sol, qui est un facteur qu'on prend assez peu en considération dans les questions de changement climatique, mais des études menées dans différents pays, notamment en Allemagne, montrent que la température des sols se réchauffe plus que la température de l'air, donc c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en compte. Bien sûr, il va y avoir tout ce qui va concerner les maladies et les ravageurs. Et finalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est les effets sur le développement du fruit et sur les conditions de maturation qui vont se dérouler en période plus chaude. Et donc ça va avoir des effets très importants sur la composition du fruit, en modifiant, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Hélène, le rapport entre sucre et acide, mais aussi les composés aromatiques, les composés phénoliques, et puis notamment la synchronisation des différentes phases d'accumulation. Donc déjà, ce qui a été observé par rapport au stade phénologique, c'est une avancée de tous les stades, donc du débourrement, la floraison et ce que nous on appelle la véraison, qui est le début de la période de maturation. Vous voyez ces données sur le vignoble alsacien, ça passe tout seul, excusez-moi, sur le vignoble alsacien, où on voit que au cours des 30 dernières années, eh bien, il y a une avancée assez importante de tous les stades, de 14 jours au débourrement jusqu'à 25 jours au début de la maturité. Donc si on regarde les conséquences que ça peut avoir sur les conditions de maturation, eh bien on se situe dans un contexte de double peine. C'est-à-dire qu'on va mûrir dans une période plus chaude de l'été, et ensuite, par rapport à cet aspect-là, vont se surajouter l'augmentation de la température liée au changement climatique. Ce qui fait que pour des scénarios où on aurait une augmentation moyenne de 4 degrés environ, eh bien on va mûrir, et c'est la courbe du haut avec l'enveloppe rouge, on va mûrir dans des conditions qui peuvent aller jusqu'à plus 6 ou 7 degrés. Donc ça va avoir un impact très fort sur la composition des raisins. J'avance. Alors, la composition des raisins, c'est un caractère éminemment complexe qui est lié à de très nombreux composés, donc des composés tels que les sucres, les acides organiques, mais aussi des composés de type de métabolites secondaires et l'eau. Et dans les métabolites secondaires, il y a tout un ensemble de composés qui sont de type polyphénol, mais aussi des molécules aromatiques. Donc ça, c'est déjà un caractère de complexité. Un autre élément de complexité est lié à l'accumulation qui est de ces différents composés tout au cours du développement de la baie. C'est ce que représente le schéma que vous avez en bas à gauche, où on voit les différentes courbes d'accumulation des composés qui ne se déroulent pas uniquement pendant la phase de maturation, mais pendant toute la phase de développement du raisin. Un autre facteur de complexité, c'est que ces composés ne s'accumulent pas de manière homogène dans un
grains de raisin, et il y en a qui s'accumulent plutôt dans la pellicule, d'autres plutôt dans la pulpe, d'autres qui sont localisés dans les pépins. Finalement, au sein d'une grappe, mais aussi au sein d'une souche entre les grappes et au sein d'une parcelle, vous avez une grande hétérogénéité de maturation, et ça c'est un facteur supplémentaire de complexité. Finalement, vous avez une variabilité interannuelle du climat qui va affecter la composition des raisins, qui va être déterminante pour la qualité. Donc, qu'est-ce qui a été observé déjà au cours des dernières années, des 30 dernières années, on va dire des 20 à 30 dernières années? C'est globalement une augmentation de la teneur en alcool et une baisse de l'acidité. Vous le voyez ici, c'est des données qui ont été collectées par un laboratoire d'analyse œnologique du Midi de la France. Alors, ces évolutions-là, elles sont expliquées en partie par les évolutions du climat, mais pas uniquement. Et il y a des effets liés aux pratiques culturelles qui peuvent être observés. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir? Alors, pour l'avenir, c'est assez difficile à prévoir. D'une part parce qu'il y a l'incertitude sur les scénarios, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes en matière de connaissances sur la physiologie de la plante, et notamment parce que on a beaucoup étudié les paramètres un à un. Les paramètres du climat on a mesuré l'effet de la température souvent, ou l'effet de la contrainte hydrique, mais on n'a pas mesuré l'effet des paramètres en interaction. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte, c'est que d'abord, ces différents facteurs du climat, ils interagissent entre eux, et ensuite, ils vont avoir des effets variables ils affectent, enfin, la manière dont ils affectent la composition du raisin. Un autre élément qui n'est pas mentionné dans la diapositive, c'est que ils vont agir de manière variable en fonction du stade auquel ils s'appliquent. On va le voir juste après pour les sucres. Une température élevée n'aura pas le même effet si elle est présente avant la maturation, ou après. Et donc ça, c'est des éléments qui rajoutent de la complexité. Alors, on va passer rapidement les différents éléments de la composition des raisins. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour les sucres? Alors, les sucres, c'est assez bien qu'on ait en tête une tendance que la teneur en sucre va augmenter, a déjà augmenté, va continuer à augmenter. Il y a quand même des questions qui se posent parce que la teneur en sucre dépend énormément du rendement. Et tant qu'on n'a pas des connaissances vraiment fines sur les conséquences du changement climatique sur le rendement, ça peut amener des difficultés à évaluer ce que va être la teneur en sucre. D'autre part, elle dépend énormément du scénario, et c'est ce que je disais, si des pics de température élevés sont rencontrés avant le début de la maturation, eh bien, au lieu d'avoir une avancée du stade phénologique qui est la maturation, on peut avoir un retard, c'est-à-dire que ça fait une sorte de blocage de maturation. Il en est de même avec les stress hydriques sévères, ça peut induire un retard et non une avancée. Par ailleurs, il semble que la température affecte la teneur en sucre soit plus liée en fait à la date de début d'accumulation des sucres qu'à la vitesse, et que la température agirait plus sur cette date-là en fait que sur la vitesse d'accumulation des sucres. Finalement, l'ensemble de la teneur en sucre dans les raisins va beaucoup dépendre de l'équilibre entre le développement végétatif et le développement reproducteur. Et des collègues travaillant à Montpellier, donc dans l'équipe de Laurent Torregrossa, ont montré que l'effet de la température n'est pas du tout le même sur le développement végétatif que sur le développement reproducteur. Donc tous ces effets-là devront être pris en considération. En ce qui concerne les acides, l'équilibre sucre-acide est déterminant pour la qualité du raisin. Les effets sont plus clairs et on peut penser qu'il y aura vraiment une réduction de la teneur en acide. D'une part liée à une plus faible synthèse pendant la période qui précède le début de la maturation, et puis une plus forte dégradation par la suite. Alors finalement, on va s'intéresser aux métabolites secondaires qui sont déterminants pour la qualité, à la fois sur le côté aromatique et puis couleur et complexité. Donc là, ça devient de nouveau très complexe. Ça va dépendre beaucoup des composés considérés, mais également du cépage par exemple auquel on s'intéresse. Il y a beaucoup de paramètres qui interagissent avec la température, si on s'intéresse à la température, donc notamment la teneur, le stress hydrique et la teneur en CO2. Et puis, ce qu'on constate, c'est que plus que des effets directs, c'est des effets de découplage entre les différents composés qui s'accumulent. Donc on constate avec l'augmentation de la température un découplage entre l'accumulation des sucres et l'accumulation des polyphénols notamment.
Alors juste quelques exemples pour illustrer la complexité. Ici, vous avez l'effet de deux régimes de température, donc un régime élevé en orange et un régime un peu plus frais en bleu, sur deux cépages blancs, alsaciens, Gewürztraminer et Riesling, qui ont la propriété d'accumuler des composés de type terpénol, donc le linalol et le géraniol. On voit que sur le Gewürztraminer, l'effet température est nul, alors que sur le Riesling, une augmentation de la température fait diminuer notamment la teneur en géraniol. Si on s'intéresse aux anthocyanes, donc ce qui doit donner la couleur, vous avez des raisins d'un cépage espagnol Tempranillo qui ont été cultivés dans deux situations, une situation normale, la current situation, et une situation changement climatique, avec une forte teneur en CO2, une forte température et également différentes filtres UVB. Et bien là, on voit que la température cumulée à une augmentation de la teneur en CO2 réduit fortement la teneur en anthocyane. Mais si on combine ça, ou si on étudie par ailleurs l'effet de la contrainte hydrique, eh bien on voit qu'une contrainte hydrique a plutôt tendance à augmenter la teneur en anthocyane dans les raisins. Donc vous avez bien en tête que si ces différents facteurs climatiques se combinent, eh bien il est assez difficile de prévoir les scénarios en termes de composition des raisins. Bon, ceci dit, du point de vue du consommateur, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que la modification de la composition du fruit, on peut penser qu'on arrivera toujours à faire du vin. Mais est-ce que ce vin sera apprécié par les consommateurs? Donc ça a été une partie importante du programme La Cave, qui a été d'essayer d'évaluer le consentement à payer de consommateurs pour des vins qui pourraient ressembler à ceux du changement climatique. Donc, dans un travail d'économie expérimentale qui a été mené dans le cadre d'une thèse, eh bien, des vins ont été donnés à déguster à des panels de dégustateurs. Ces vins étaient caractérisés soit par des arômes de fruits frais qui pourraient être caractéristiques des vins produits aujourd'hui, ou des arômes de type plus concentrés, de type fruits cuits ou confiturés, qui pourraient ressembler à des vins du changement climatique. Qu'est-ce qui a été montré très rapidement? C'est que dans une première dégustation, les vins du changement climatique, les vins B, sont préférés aux vins A. Là, c'est plus flatteur, on va dire. Mais si on donne à déguster à plusieurs reprises ces vins au même consommateur, eh bien ils s'en lassent très rapidement et leur préférence va alors au vin A, qui est un vin plus frais, plus agréable à boire. Et donc ça, c'est un élément déterminant qui laisse penser qu'il faut vraiment que la filière prenne en considération ces éléments et puisse s'adapter. Alors en matière d'adaptation, on va parler ici du volet œnologique, mais il y a tout un ensemble d'adaptations qui peuvent être mises en œuvre, soit au niveau œnologique, à la cave, soit au niveau viticole, soit au niveau de l'organisation et la structure de la filière. Ce qui est important quand on parle d'adaptation et d'innovation, c'est de prendre en compte aussi l'acceptabilité de ces innovations par les acteurs eux-mêmes. Et là, c'est un travail que nous avons réalisé dans le cadre d'une autre thèse qui a été conduite sur le Val-de-Loire et qui a, entre autres, permis d'évaluer quelles étaient les pratiques que les viticulteurs étaient prêts à accepter et dans quels termes en matière de temps. À court terme, ce sont toutes les techniques œnologiques qui sont préférées et ils repoussent les modifications en termes culturels, modification du vignoble, à un terme moyen ou voire long terme, par exemple quand on parle de changer l'encépagement ou même d'introduire de l'irrigation. Donc, je vais me concentrer sur les aspects liés à l'œnologie et au processus de l'élaboration des vins, qui sont des pratiques qui sont déjà existantes et qui peuvent être, pour la plupart d'entre elles, déjà mobilisées pour faire face aux aléas climatiques et à la variabilité climatique d'une année sur l'autre. Donc déjà, on peut jouer sur la date des vendanges. On peut aussi essayer d'utiliser des levures qui ont un rendement plus faible en alcool que les levures utilisées actuellement, où il y a un ensemble de procédés technologiques qui permettent de modifier la composition du mou ou des raisins. Donc en termes de modification du processus de vendange, des collègues espagnols proposent un système qui conduirait à récolter une partie des fruits
au tout début de la maturation, alors que les fruits ne sont pas du tout mûrs et auraient un caractère de raisin vert. À partir de ces fruits-là, il ferait un vin qui aurait une faible teneur en alcool et une forte teneur en acidité. Dans une expérimentation, ils ont comparé des vendanges réalisées à 2 dates. Une date où il y a une teneur en alcool moyenne, et puis une date où il y a une teneur en alcool plus élevée, à 15,5 degrés, mais où la maturité phénolique est plus complète. Et ils ont mélangé le raisin de cette deuxième date avec le vin produit à partir des raisins qui étaient juste en début de maturation. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Bon, vous avez les petits histogrammes sur le bas. En fait, comme ça, en mélangeant des raisins très mûrs avec des raisins presque verts, ils arrivent à corriger la teneur en alcool. Donc vous voyez qu'ils arrivent à diminuer et à obtenir une teneur en alcool au même niveau qu'une vendange plus précoce. C'est la même chose pour le pH. Et finalement, ce qu'ils arrivent à faire, c'est à garder une teneur en polyphénol, en anthocyane, qui est aussi élevée que dans la vendange réalisée tardivement. Donc par ce processus-là, ils arrivent à un petit peu modifier la composition du mou et élaborer des vins qui sont à la fois équilibrés en sucre et en acide et qui gardent toute leur richesse en anthocyane. Ensuite, donc on peut jouer sur l'aspect microflore. Donc il y a de gros travaux, beaucoup d'énergie qui sont mis dans la sélection de levures qui auraient un plus faible rendement en alcool. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs processus pour sélectionner ce type de levure. Les processus appelés d'évolution adaptative, où on cultive des levures en situation osmotique élevée pour sélectionner des levures finalement qui produisent du glycérol à la place de l'éthanol. Par ce moyen-là, on a réussi à obtenir des levures qui ont un rendement beaucoup plus faible en alcool et qui dépend aussi de la température, de la teneur en sucre, avec une augmentation de la teneur en glycérol. Ça provoque aussi une augmentation de la teneur en acide, ce qui est plutôt favorable, et il n'y a pas d'effet négatif sur les composants de la qualité. D'autres techniques sont utilisées, comme essayer de mettre au point des levures hybrides entre par exemple deux espèces de Saccharomyces qui ont des potentiels fermentaires différents. Les résultats sont un peu moins intéressants parce que ce qu'on gagne ce qu'on perd en éthanol produit reste relativement faible. Et une dernière situation, c'est l'utilisation de levures de type non Saccharomyces, donc du type Candida, qui par des modes d'utilisation séquentielle avec des levures Saccharomyces pourraient permettre de réduire la teneur en éthanol, en augmentant toujours la teneur en glycérol dans les vins. Parfois, ces levures posent des problèmes parce qu'elles conduisent à la synthèse de composés défavorables en termes d'arômes, des composés sulfurés. Et donc, c'est toute cette ingénierie un petit peu des levures qu'il faut travailler encore pour arriver à des résultats intéressants. Alors ensuite, il y a toutes les stratégies technologiques pour modifier, réduire la teneur en éthanol. Donc là, il y a déjà beaucoup de techniques qui sont utilisées. Il y a des techniques physiques comme la distillation ou l'évaporation. Et ce qui est aujourd'hui le plus en vogue et qui marche le mieux, c'est toute l'utilisation de techniques avec des membranes semi-perméables, notamment l'osmose inverse. C'est déjà pratiqué au niveau industriel. Et l'intérêt, c'est que ça a peu d'effet sur les propriétés organoleptiques du vin. Alors, le seul souci, c'est que lorsqu'on réduit trop la teneur en alcool d'un vin, il y a toujours un déséquilibre dans ce qu'on peut percevoir en termes de dégustation. Et ensuite, l'autre élément très important, c'est l'ajustement de l'acidité, donc du pH. Et là aussi, il existe différentes techniques qui permettent de réduire de manière assez efficace le pH, notamment en piégeant le potassium et donc en conduisant à une meilleure stabilité des acides dans le vin. Donc ces techniques sont disponibles, elles sont pour la plupart autorisées et donc c'est des outils qui sont déjà disponibles pour s'adapter actuellement et également aux modifications interannuelles du climat.
finalement, les œnologues nous disent que on va aller de plus en plus dans des situations où la matière première qu'ils vont recevoir, qu'ils vont devoir élaborer en vin, va être compliquée et qu'il va falloir prendre de plus en plus de précautions pour valoriser bien cette matière. Donc il faudra prendre de plus en plus de précautions pour encadrer les processus de fermentation, en s'assurant bien que les levures ont suffisamment de nutriments pour assurer toute la fermentation de ces sucres, la transformation des sucres en alcool. Et également, une autre inquiétude des œnologues, dans la situation actuelle et à l'avenir, c'est de maîtriser les processus d'oxydation, notamment en pensant qu'il faut réduire les doses de SO2 dans le vin, qui sont déjà, même en dehors du changement climatique, ça pose problème. Donc ils ont également des solutions qu'ils étudient pour contrôler ces processus-là. Donc je terminerai en disant que effectivement le changement climatique c'est une question vraiment cruciale pour la filière vigne et vin. Ça pose à la fois les performances en termes de productivité du vignoble, mais de composition des fruits vont être fortement affectées. Ça va affecter le potentiel viticole des régions françaises. Et vous savez que beaucoup de ces régions françaises ont basé leur compétitivité en termes viticoles sur le système des appellations d'origine contrôlée. Donc ça pose énormément de questions quant à la poursuite de ce système et également à l'ensemble des systèmes de mise en valeur du vin. Donc ça pose pas uniquement des questions en termes de comment on élabore du vin, des questions techniques, mais aussi beaucoup de questions socio-économiques. Donc l'adaptation va être nécessaire à la fois à la cave, mais j'en ai pas parlé dans le vignoble. Également en termes d'organisation au niveau de la filière, organisation au niveau de l'entreprise, mais au niveau de la filière, et en termes de réglementation. Et dans ce challenge-là, la science la recherche a un grand rôle à jouer, notamment en essayant de mener ces approches pluridisciplinaires telles que nous l'avons mené dans notre projet. Et un des résultats qui va être bientôt présenté, c'est le travail de prospective que nous avons réalisé pour proposer différentes stratégies d'adaptation à la filière. Ces différentes stratégies doivent être un outil pour que la filière s'empare de cette question-là et réfléchisse elle-même à la méthode à la manière dont elle veut s'adapter à cet enjeu majeur. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux derniers exposés avant qu'on passe à une conclusion très rapide que Jean-Marc va nous faire? Jean-Louis? Alors, je ne sais pas si c'est une stratégie d'adaptation, mais on voit quand même une extension des zones de culture de la vigne qui remonte un peu vers le nord. Il y a des territoires qui avaient de la vigne peut-être dans le temps où elle avait été disparue et elle revient. Et ils refont des vins un peu du type A d'ailleurs. Alors, bien sûr, je l'ai pas cité, mais le changement de localisation est un élément d'adaptation qui est déjà existant. Le vignoble anglais du sud de l'Angleterre augmente. Alors, il reste mineur, mais les surfaces plantées augmentent fortement. Il y a des vignobles en Suède, maintenant en Pologne. Donc ça fait partie des éléments de l'adaptation qu'il ne faut pas négliger. De nouveaux pays viticoles vont apparaître, d'autres vont voir leur potentiel se réduire. Le sud de l'Espagne pourrait avoir de gros problèmes, notamment avec les questions de raréfaction de l'eau, parce que la question de l'irrigation est vraiment une question de fond. La vigne ne consomme pas énormément d'eau, mais d'un autre côté, est-ce que ça vaut le coup d'irriguer une culture qui n'est pas vivrière, enfin qui n'est donc ça pose vraiment des questions majeures à la filière française, mais aussi au niveau international. Bon, oui, je voudrais d'abord remercier les deux exposés qui étaient extrêmement intéressants. Je voudrais, pour le premier exposé, je voudrais savoir quel type de blé a été utilisé dans vos analyses. Et puis, oui,
Quel type de blé? Parce qu'il y a énormément de variétés de blé qui sont adaptées à des stress, justement, des stress de chaleur ou de sécheresse. Et je veux savoir quel type de blé, si c'est un blé moderne, je pense que c'est un blé moderne, évidemment, mais je voudrais savoir quelle variété de blé vous avez utilisée. Elle est partie? Dans les expérimentations que nous, on a réalisées dans le cadre du projet Delta Programme, en fait, non, c'est pas des variétés modernes, c'est des variétés du CIMIT qui nous ont été fournies, des lignées du CIMIT, et justement, ça a été un problème parce que c'était dans un cadre plus général, un des projets. Oui, bah justement, c'est très intéressant ce que vous dites là, oui. Oui, justement, mais donc. Il y avait tout un panel de variétés qui est étudié dans le cadre d'un projet investissement d'avenir qui s'appelle Breedwheat, et ils en avaient choisi 2 qui avaient des comportements contrastés du point de vue de la tolérance aux fortes températures, mais c'est pas des variétés sélectionnées en fait celles-là. Mais dans les résultats de littérature, il y a des variétés plus modernes. Il n'y a pas les plus modernes qu'on puisse imaginer, mais des variétés comme Thésée. Pardon? Non. Bon, en tout cas, ce qui ressort de cela, c'est que de nouveau, nouvel environnement, changement climatique, c'est ce qui peut provoquer justement des changements, des changements de variétés, des variétés nouvelles justement. C'est ce que vous avez dit lorsque vous avez parlé des fruits. Vous avez posé la question, est-ce que c'est une variété nouvelle qui arrive? Et c'est ce qui s'est passé lorsque les fruits sont arrivés, lorsque les tomates par exemple sont arrivées d'Amérique. On a énormément varié et les Américains ne les connaissent pas. Les Mexicains ne les connaissent pas. Ils les découvrent chez nous avec des variétés, avec des saveurs différentes. Ils sont très contents justement. Et je dirais que ce changement climatique, certes, ça peut être une catastrophe, mais aussi ça peut être au contraire une découverte et une création de nouvelles variétés, aussi bien pour le raisin. Je pense justement au raisin de glace qui est récolté et qui est travaillé tout à fait dans l'est de l'Autriche, qui est récolté justement après sur la glace, lorsque les gelées sont arrivées, et ça génère des saveurs absolument extraordinaires. Et donc, bon, c'est bien, c'est peut-être dommage, mais on ne peut pas toujours avoir les mêmes références de goût. Et c'est ce que vous disiez là à propos du vin. On ne peut pas toujours revenir toujours aux mêmes références de goût que maintenant. Et il peut y avoir des changements de goût, justement, et c'est ça qui est tout à fait remarquable.